Yaurana, merci d'être avec nous sur TNTV pour votre journal. Tout de suite, les titres de ce dimanche 2 août. La fin des moteurs au cœur de la vallée d'Opunohu, des chaînes installées, des accès fermés et des tensions qui montent. Pourquoi l'exploitation du lycée agricole refuse-t-elle désormais certains visiteurs? C'est à la une de ce journal. Fourniture hors de prix et vallée enclavée. À Hitia, la rentrée scolaire est une épreuve pour les familles nombreuses. Mais sur le terrain, la solidarité et la commune s'organisent pour ne laisser aucun enfant sur le bord de la route. Et pour aborder les enjeux de cette rentrée, mais aussi l'actualité culturelle au Fénois, nous recevons ce soir Samantha Bonnet-Tirao, ministre de l'Éducation et de la Culture. Et puis en fin d'édition, quand la passion fait trembler le sol de Mateia, des mois de travail, des watts par milliers, mais un seul gagnant. Immersion dans l'univers très fermé des Carbasses. On ouvre ce journal à Moorea avec la fin des balades en quad dans les plantations du lycée d'Opunohu. Depuis ce samedi, les véhicules motorisés sont bannis de l'exploitation. La direction veut protéger ce site pédagogique et privilégier les visites à pied. Reportage sur place avec Veitiare Pereira. Des chaînes aux deux principales entrées de l'exploitation. Le ton est donné. Depuis samedi, les véhicules motorisés ne sont plus autorisés à traverser ce site de 14 hectares. Un changement de cap pour ce vaste espace qui accueille les élèves du lycée agricole, mais aussi de nombreux visiteurs. L'établissement souhaite désormais privilégier une découverte à pied respectueuse de l'écosystème. On préfère, avec nos personnels, avec nos élèves, travailler sur un projet où on va améliorer la qualité d'accueil des visiteurs piétons sur le site, avec une meilleure signalétique. Voilà, nous, on a envie d'offrir plutôt un voyage sensoriel, plutôt partager la culture polynésienne, notre forme d'agriculture. Un projet né d'un constat de terrain. Au fil des années, les équipes ont vu les dégradations se multiplier. C'est sur ce carré que les quads sont passés alors qu'on avait préparé le sol. Quand je suis arrivé, moi, les employés m'avaient dit qu'il y avait des dégâts, que les quads roulaient dans les cultures. Au début, je voulais pas le croire, puis j'ai vu des parcelles d'ananas où le bord des ananas était écrasé. Donc là, je m'étais dit qu'en mettant un peu de lisier et en travaillant le sol, ils arrêteraient d'y monter. Ils sont quand même montés. Et puis des fois, on aperçoit aussi des gens qui se servent dans les fruits. Et je vois ce que les quads y font. Ils ne respectent pas les consignes sur les routes de l'exploitation. Ils roulent dans les champs d'ananas, ils ne roulent pas sur la route. Pour autant, cette fermeture ne met pas fin au débat. Plusieurs prestataires touristiques estiment que les difficultés rencontrées dans la vallée d'Opunohu dépassent le seul accès à l'exploitation. Ils appellent à une réflexion plus globale sur les questions de sécurité, de circulation et de cohabitation entre les différents usagers. Et à l'approche de la rentrée scolaire à Hitia, l'opération Cap 6e vient en aide aux familles des vallées. 10 élèves méritants ont reçu un cartable garni pour soulager le budget des foyers avant la rentrée. Mais sur la côte Est, le manque de transport adapté reste un vrai casse-tête. Regardez. Nichées au fond de la vallée de Mahateo à Hitia, certaines familles vivent un quotidien enclavé. Ici, entre l'éloignement géographique et le coût des fournitures pour les familles nombreuses, chaque rentrée scolaire est un véritable casse-tête financier. C'est vrai qu'on était proche des parents, comme des enfants, comme de l'équipe éducative. Et c'est vrai que ça donne un coup de pouce encore aux parents et aux enfants pour passer ce cap de la 6e. Parce qu'avec tous les aléas de la vie, c'est dur. Un soulagement pour les foyers, mais sur la côte Est, un autre obstacle pèse lourdement sur la scolarité, le transport. Faute de bus adaptés aux vallées, l'absentéisme guette. La commune étudie donc le retour des trucks plus adaptés au relief.
Certains élèves qui ne viennent pas à l'école à cause de ça. Donc nous, avec Tavanaouir et Henri Flore, nous avons eu notre conseil municipal et nous avons demandé à avoir au moins un truck. Pourquoi le truck, le bus? Le truck, il est facile à aller dans les vallées et ont moins de problèmes mécaniques que les bus. Voilà. Donc il y a une solution. Il y a une solution et on est dessus. Un défi logistique mais surtout économique. Pour le père de Hanitea, 6e enfant d'une fratrie de 7, cumuler les fournitures relève du parcours du combattant. Alors pour motiver ses enfants malgré les dépenses, ce père de famille mise tout sur le mérite. 2 sacs neufs. Celui-là, ici c'est marqué Dakar. Il a coûté 6 000 francs. Celui-là, c'est une marque locale, presque tout Paris, regarde. Tout Paris. Il a coûté 1 700 francs. Elle a été première de sa classe et puis voilà, on donne un Dakar. Donc pour le plus petit, là, qui a été 3e ou 4e, bon, on donne le 1 700. Et comme il est encore plus jeune, donc voilà. Tous les jours, tu l'obliges à pouvoir réussir, à être meilleur tous les jours. Et au moment où l'enfant réussit, là, tu récompenses au mérite qu'elle a eu. La satisfaction pour un parent, c'est la réussite. Pour nous, c'est que ça. Offrir les mêmes chances à tous les enfants des vallées, un défi économique et humain que la nouvelle équipe municipale s'est engagée à relever tout au long de son mandat. Et pour évoquer les défis de la rentrée et les grands dossiers scolaires, notre invitée ce soir est Samantha Bonnet-Tirao, ministre de l'Éducation et de la Culture. Bonsoir Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour cette invitation. Alors on vient de le voir, les familles se préparent pour la rentrée, mais la baisse de la natalité se confirme au Fénois avec un taux de 1,6 par femme en 2025. La rentrée dernière a déjà vu des fermetures de classes. Faut-il craindre d'autres fermetures pour cette rentrée? Depuis 2020, on insiste quand même avec une baisse effective dans les classes, qui est évidemment due à cette baisse de la natalité, avec une répercussion sur les classes, notamment dans les archipels éloignés. Chaque rentrée scolaire, nous effectuons à nouveau un comptage d'élèves pour ajuster au mieux ces cartes scolaires et voir éventuellement quelles sont les classes que nous devons absolument fermer et quelles sont celles que nous pouvons préserver. L'idée, évidemment, est de conserver toutes les classes avec les moyens dont nous disposons. Il faut savoir au fait que nous dépendons des moyens pour ouvrir ou fermer des classes et le dilemme c'est toujours aussi est-ce que je privilégie les moyens dans une classe pour qu'elle reste ouverte ou est-ce que j'en garde encore un peu pour privilégier le remplacement d'enseignants en cas d'absence. Est-ce qu'on arrive à préserver les écoles dans les îles les plus éloignées? Dans les îles, disons, au fait, alors ce qu'il faut quand même, c'est particulier, et en tout cas c'est spécifique. Dans les archipels éloignés, nous avons des écoles à une classe avec plusieurs niveaux et un enseignant qui assure plusieurs niveaux. C'est là aussi, il faut dire qu'on a une aptitude grande à organiser les enseignements lorsque nous avons des multiniveaux. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas fermé réellement de classes, on ferme plutôt les petites classes comme les STP ou encore on a du mal certainement à remplacer parce que le contexte géographique fait que les remplacements se complexifient. Alors justement, la baisse démographique touche le primaire, vous le disiez. Quelle est la suite pour le collège ? Pour le collège, alors il faut savoir aussi qu'on dépend, comme dans le premier degré, des moyens dont nous disposons. On peut se retrouver avec des classes surchargées. Quand je dis surchargé, c'est important parce qu'au fait, les effectifs doivent être travaillés de manière à permettre un enseignement qui soit de qualité. Et donc les chefs d'établissement jonglent en fonction du nombre de classes qu'ils ont, mais aussi en fonction du nombre de professeurs dont ils disposent chaque année. Alors, autre sujet, les Jeux du Pacifique. Et justement, à un an de ces Jeux, pas mal de chantiers sont en cours sur les infrastructures sportives. Comment vos services s'organisent avec les établissements scolaires pour que les élèves conservent leurs cours de PS? Avant de répondre à la question sur les services, je voudrais d'abord répondre sur les questions par rapport aux enseignements. Les professeurs de PS et nos inspecteurs ont travaillé sur la réorganisation des enseignements en éducation physique et sportive et ont réorienté au maximum les équipes vers des apprentissages en pleine nature, les activités en pleine nature, des triathlons et les duathlons. Ça, c'est
déjà une première réorganisation. La deuxième, c'est que en fonction des discussions qu'il y a eu, on a privilégié les établissements les plus impactés sur des infrastructures importantes, notamment lorsque des élèves doivent passer des examens ou des évaluations spécifiques en lien avec les diplômes à passer. Et puis, il faut le souligner et remercier les communes et les confessions religieuses qui mettent à disposition des sites, des salles. C'est le cas, par exemple, du Mont Tabor, pour lesquels nous sommes en discussion. Et c'est toute cette organisation et cette adaptabilité au fait qu'il faut saluer et qui nous permettra en tout cas de répondre aux besoins de nos élèves et surtout à l'enseignement d'éducation physique et sportive. Alors, Madame la Ministre, c'est aussi la rentrée universitaire qui approche avec la question du logement qui reste difficile pour les étudiants qui arrivent des îles, avec la fermeture des foyers comme Taurua et des résidences saturées. Trouver une chambre est un casse-tête. Comment offrir une vraie solution pérenne aux jeunes qui arrivent des îles ? Alors évidemment, nous avons des logements qui vont arriver, qui vont sortir en 2027 puis en 2028 et c'est un travail qui est mis en œuvre par le ministre du Logement en lien avec ses équipes et notamment l'OPH. Donc ça déjà c'est une projection. On ne peut pas effectivement répondre à la demande de tout le monde. Néanmoins, on a une méthode de classement des élèves au fait qui peuvent accéder au centre d'hébergement Supareita, au Tomorrow ou encore à la cité universitaire et c'est tout le travail que nous menons ensemble actuellement. On a également mis en place des groupes de travail avec l'État, le pays évidemment, mais aussi l'Université de la Polynésie française et le Crous national qui consiste au fait d'abord à faire un état des lieux de toutes les aides qui existent et ensuite de voir comment est-ce que nous pouvons mieux les coordonner pour augmenter les aides durant tout le parcours scolaire. Pas uniquement quand on fait des études supérieures, mais durant tout le parcours scolaire. Et le but, au fait, est de développer ces aides pour que nos élèves puissent accéder à des hébergements qui puissent leur permettre de poursuivre leurs rêves et atteindre leurs objectifs en tant qu'étudiants. Justement, vous parliez du Crous. Est-ce qu'on peut s'attendre à un projet sur le même modèle, mais adapté aux spécificités locales ? Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous inspirer, mais évidemment, le copier-coller n'est jamais quelque chose à faire. En revanche, il y a des aides sur lesquelles nous pouvons nous appuyer, puisque ce sont des aides aussi qui sont mises en place par l'enseignement supérieur et par l'État. Il faut donc s'appuyer sur ces leviers et voir comment est-ce que nous pouvons les adapter au maximum pour répondre aux besoins de nos étudiants en Polynésie française. Alors, merci pour ces précisions, Madame la Ministre. Restez avec nous, on abordera le volet culture dans un instant. Alors, le Heiva s'est achevé à Toata, mais la fête se prolonge sur la côte ouest. Depuis près de 50 ans, le mini Heiva permet aux troupes de rentabiliser des mois de travail et d'animer les soirées. Immersion au cœur du spectacle avec Rarahu Cheong et Sam Teinauri. 600 convives ont assisté à la dernière soirée du 44e mini Heiva. Comme pour le Heiva à Toata, la météo a été capricieuse, obligeant les organisateurs à s'adapter sans annuler ni reporter les soirées. Quand on accueille autant de personnes, on est obligé d'anticiper. Et donc on avait prévu à l'avance les conditions. On appelle régulièrement Météo France pour avoir le maximum d'informations en amont et on essaye de prendre la décision 24 heures à l'avance pour avoir les meilleures informations possibles. Et donc ensuite, on l'avait déjà fait par le passé, donc pour nous c'est assez facile de déplacer l'événement. Juste le plus important c'est de prévenir les clients et que tout le monde soit au courant pour pas qu'il y ait de déception. Chaque année, le mini Heiva permet aux groupes participants au Heiva Itaiti de rentabiliser le temps, l'énergie et surtout l'argent investi dans la préparation des spectacles. Ça coûte extrêmement cher. La subvention qu'on nous donne ne sera jamais assez. Mais on devrait s'asseoir et en parler. Tout coûte cher aujourd'hui. Il y a beaucoup de matières premières qu'on ne nous fournit plus. Mais à côté de ça, cette culture est une très très belle culture. Et nous organisons, tous les groupes le font ça, font des tamaras, font des balles pour pouvoir réunir les fonds nécessaires à la partie la plus importante au niveau des spectacles. La grande interrogation aujourd'hui pour les troupes et les organisateurs du mini Heiva, c'est le format proposé l'année prochaine.
En effet, à cause des Jeux du Pacifique, le Heiva sera remplacé par un festival des arts du Pacifique. Le mini Heiva pourrait se transformer en festival de danse et de chant, toujours axé sur la langue et la culture maori. De retour en plateau avec notre invitée Samantha Bonet-Tirao, ministre de l'Éducation et de la Culture. Madame la ministre, on le voit dans ce reportage, le mini Heiva offre un second souffle aux troupes. Mais sur la grande scène de Toata, l'édition 2026 a été mouvementée notamment avec la météo, entre les aléas climatiques, le coût des préparatifs, le confort des artistes et des spectateurs. Est-ce qu'il y a une réflexion pour faire évoluer l'organisation de cet événement? Alors, je tiens d'abord à saluer l'ensemble des groupes de danse, des groupes de chant, des Atira et de notre jury, ainsi que des équipes de TFTN qui se sont adaptées à toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, notamment la météo qui n'a pas été au rendez-vous tous les soirs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fait, le gouvernement envisage bien évidemment de couvrir Toata. C'est une ambition que nous souhaitons tous et que nous allons poursuivre, notamment pour permettre au groupe de se produire, on va dire, avec le moins de difficultés possible sur l'espace dédié à la promotion et à la valorisation de la culture. Donc ça, déjà, c'est une solution que nous pouvons apporter. Évidemment, c'est une solution sur du long terme parce qu'au fait, la couvrir, c'est une chose, mais il faut la couvrir en discutant avec les chefs de groupe. C'est pour eux que nous le faisons, c'est pour notre culture. On ne peut pas faire seul dans notre coin. Donc ça rentre aussi dans l'échéance que nous avons prévu. Nous espérons, en tout cas c'est mon vœu pieux, de montrer un projet, en tout cas expliquer à quoi ça pourrait ressembler en juillet 2027 pour expliquer un petit peu nos ambitions. Mais ça c'est sur du long terme. Sur du court terme, évidemment, nous sommes en train de réaliser une cartographie des lieux qui existent et qui pourraient accueillir ces répétitions. Puis c'est un travail de longue haleine qui doit évidemment être mené avec nos communes, qui sont aussi les soutiens de notre culture. Et c'est, voilà, par exemple, quelque chose qui va se faire sur du moyen terme. Et après, l'idée, c'est de penser de manière globale comment est-ce qu'on peut mettre des espaces à disposition qui soient protégés, mais qui puissent aussi leur permettre, en toute liberté, de répéter et de manifester leur expression de l'amour de la culture qu'ils portent aujourd'hui. Alors, dernière question, vous venez d'être nommée inspectrice de l'éducation nationale, une fonction à prendre dès le 1er septembre. Allez-vous quitter le gouvernement? Alors, je n'ai pas l'intention de quitter le gouvernement. Je souhaiterais sincèrement finir le travail qui m'a été confié, notamment la Convention État-Pays, la Charte de l'éducation que j'ai à cœur. Je voudrais terminer ces missions. J'ai demandé à Paris si je pouvais finir mon mandat et prendre mes fonctions après. Ce serait en bonne voie. J'attends aujourd'hui la réponse officielle, mais je reste persuadée que Paris aura entendu ma requête parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, je tiens vraiment à travailler au service de mon pays et des enfants qu'elle accueille aujourd'hui. Ça sera le mot de la fin. Merci, Madame la Ministre, d'avoir été avec nous ce soir en plateau. Merci beaucoup. Ce samedi, à Mateia, les passionnés de cars audio ont enfin pu pousser le son. Une soixantaine de véhicules se sont affrontés sur la place Tehoro devant près de 2500 personnes. Une compétition où la puissance compte autant que la qualité. Sam Teinaure sur les commentaires de Rarahu Mahasheang. Sous le regard attentif du public place Tehoro, les concurrents ajustent les derniers réglages avant de monter le son. Une pression sur l'écran, quelques ajustements sur l'amplificateur et les coffres se transforment en véritables murs de son. À quelques mètres des enceintes, la musique ne s'écoute plus seulement, elle se ressent. Au total, 60 véhicules sont en compétition. Des installations élaborées sur mesure, parfois le fruit de plusieurs mois de travail et d'un important investissement que leurs propriétaires sont fiers de présenter au grand jour. C'est l'occasion pour nous de réunir les passionnés de car audio, de leur permettre d'avoir un espace et un lieu pour s'exprimer et faire valoir aussi leur savoir-faire. Parce que pour monter un car audio, il faut faire preuve de technique
Il faut également faire preuve de savoir-faire. Ici, chaque détail compte. Le principe, confronter son installation à celle des autres, affiner ses réglages et découvrir sa véritable valeur. Les critères de sélection aujourd'hui, pour être le meilleur, il faut déjà que ça soit une belle installation. Une belle installation. Il faut également que la qualité du son soit bonne. Il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre entre les basses et les médiums. Il faut que ça soit harmonieux et que ça donne vraiment envie d'entendre et d'écouter. Un rendez-vous qui séduit. Près de 2500 spectateurs ont répondu présents. Des amateurs éclairés aux plus simples curieux. Et puis avant de nous quitter, place à la force et à l'endurance. Le championnat de Polynésie de musculation accueillait ce week-end à Paea l'épreuve du marathon de développé couché. Une trentaine d'athlètes venus de Tahiti et de Huahine se sont affrontés par équipe dans 6 catégories de poids et d'âge. Malgré une participation en légère baisse cette année, la compétition a une nouvelle fois réuni les meilleurs spécialistes de la discipline. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À suivre ce soir sur TNTV un épisode de Polynésie, le pouvoir des plantes, consacré au Metuapua. Puis le téléfilm Zoé Maman Solo. Retrouvez ensuite votre magazine Capital pour une nouvelle enquête. On se quitte sur les images de Nuuroa Fest. Demain, retrouvez Athéna Milcam dans vos éditions de la semaine. Très bonne soirée à tous sur TNTV. Prenez soin de vous et bon début de semaine.